pourquoi dès que j'écris un truc sur le machin. C'est marqué live on Facebook. Ah ouais. C'est bon là, on est lancé? Il y a écrit live on Facebook. Mais. Normalement, on est lancé là. On est lancé. Ouais, on est lancé. On est en direct. Donc on est bon. Alors Oui. bonsoir à tous. Ce soir, l'UEJF Paris-Descartes va vous proposer d'assister à une conférence du grand rabbin de France, Chaim Corsia, qui a sorti son nouveau livre dont il va nous parler. Donc ce live, il se fait sur Zoom et il sera retransmis exclusivement sur Facebook en fait. On aura aussi à la fin un petit moment de questions. Donc n'hésitez pas, vous pouvez commencer à poser d'ores et déjà des questions en commentaire sous les vidéos de l'UEJF. Rav, vous étiez le rabbin de la communauté de Reims. Vous leur manquez beaucoup là-bas. Vous êtes devenu le grand rabbin de France. Vous avez sorti un livre là dernièrement, et vous avez à cœur la situation des jeunes juifs en France, et notamment des jeunes juifs de France comme nous. On a du coup, vous avez surtout beaucoup travaillé avec l'UEJF national, et avec notamment la présidente de l'UEJF national, Noémie Madar, qui est là sur le live et qui va dire quelques petits mots aussi. Merci Dov, merci monsieur le grand rabbin Chaim Corsia. C'est toujours un honneur de vous recevoir, de pouvoir partager votre parole et pouvoir échanger avec vous et avec des étudiants de l'UEJF. Cette fois-ci, ça se fait dans une situation un peu particulière et j'espère que ça fera partie d'une des dernières conférences Zoom et que la prochaine fois, on pourra se retrouver en physique et pouvoir échanger, disons, en live et pas en live Facebook. On travaille depuis très longtemps ensemble pour les étudiants juifs de France, pour les juifs de France et pour construire un avenir en France. Et je crois que c'est aussi le thème de votre livre, Réinventer les aurores, dans lequel vous nous parlez de l'indifférence et comment lutter contre cette indifférence et comment penser la République de demain. Et en tant qu'étudiant juif de France, citoyen, militant et profondément attaché aux valeurs de la République, on est très heureux de pouvoir partager cet échange avec vous. Eh bien, merci beaucoup. Et je laisse la parole à Benjamin et après, je crois que c'est à vous. C'est à Benjamin. Alors, et je veux juste, Benjamin, rajouter que du coup, Dov ne s'est pas présenté au départ, mais c'est donc le président de l'UEJF Descartes, avec Benjamin qui est trésorier de l'UEJF Descartes. Et c'est un événement qui vient clôturer l'année pour l'UEJF Descartes et ça leur tenait énormément à cœur de vous recevoir. Donc voilà, on est très heureux que ça puisse se faire et bravo à eux parce que c'était une année assez chaotique et ils ont toujours à cœur de faire vivre les étudiants juifs à Descartes et plus largement et faire vivre les valeurs de l'UEJF. Benjamin, je te laisse. Okay. Donc on sort pendant le confinement, j'ai lu ton livre Chaim et ça m'a paru franchement très intéressant la manière dont tu abordes les crises sociales, celles qu'on traverse, celles qui s'annoncent. J'ai trouvé ton livre franchement très intéressant et je me suis dit que ça pouvait être utile pour l'avenir des étudiants juifs de France, d'en faire un événement, que tu viennes nous en parler. Et comme tout le monde nous prédit des temps difficiles à partir de la rentrée, voilà, et que le peuple juif a eu une histoire qui a été marquée par des périodes de désespoir puis de reconstruction, un peu comme ce qui se passe en ce moment. J'aimerais, voilà, je t'ai posé la question quand on organisait ce live, de savoir quels enseignements on pourrait tirer du judaïsme en tant qu'étudiant juif pour la période assez compliquée qui s'annonce. Et voilà, on espère que
éléments de réflexion que tu vas nous apporter vont nous permettre de mieux pouvoir apporter la rentrée qui s'annonce compliquée, voire chaotique. Benjamin, merci beaucoup. Merci à Noémie, Hélène, à vous tous, et merci d'avoir appelé mes liens très anciens avec l'UEJF. J'ai participé à beaucoup de conventions de l'UEJF, bien avant d'être en main de France. Je me souviens d'une convention à Lyon, il y a peut-être 20 ans, certains pour vous n'étaient pas nés, où déjà s'élaborait une participation, une forme d'engagement. Et ce que j'aime chez l'UEJF, c'est que peu importe le degré de foi, de pratique religieuse des uns des autres, on est solidaire de la possibilité pour chacun et chacune de vivre son judaïsme et son engagement citoyen. Il n'y a pas une sorte de rejet de l'engagement citoyen parce qu'on va survivre ou vivre de manière plus intense l'engagement communautaire, et on ne va pas avoir un engagement communautaire moins marqué sous prétexte qu'on va vivre un engagement citoyen plus marqué. La réalité, c'est que quand on est engagé, quand on dit, comme vous le dites à l'UEJF, inédit, me voici, eh bien, on est engagé sur tous les fronts de la société, que ce soit la défense de la mémoire, la défense des étudiants. Et moi, j'aime vous rappeler parfois que vous êtes étudiant et que on doit aussi, au-delà des problèmes du monde et de la société, on doit aussi s'intéresser aux problèmes spécifiques des étudiants, notamment les examens le Shabbat, et l'UEJF est très actif pour aider tout ce qui peut se faire. En tout cas, je suis toujours à vos côtés pour défendre la possibilité de vivre intégralement sa foi dans une république laïque, c'est-à-dire une république qui respecte les engagements religieux de chacun et de chacune, ou les absences d'engagement religieux. C'est vrai que j'ai écrit un livre juste avant le confinement. Alors, en termes de marketing, je suis un peu près nul, puisque je l'ai sorti toute fin février. C'est-à-dire que la promotion a duré de début mars jusqu'au 15 mars. Alors, j'étais très fier j'avais prévu, c'était organisé par mon éditeur, la Fnac Bercy. Alors, moi, je disais, je fais Bercy. Bon, c'était la Fnac Bercy, c'était déjà pas mal. Mais tout a été annulé, absolument tout a été annulé. Au point que des gens ont pensé que je l'avais écrit pendant le confinement, parce que le titre « Réinventer les aurores » pouvait parfaitement décrire la situation qu'on vivait après le confinement, dans une sorte d'obligation collective de réinventer une façon de vivre, parce que cette pandémie et ce confinement, les priorités qui ont été les nôtres, les errements, les difficultés, nous ont construits probablement différemment. Et ce que je lis dans ce livre, c'est qu'en réalité, chaque jour nous construit de manière à être différente. C'est juste nous qui ne savons pas nous réinventer en permanence. Regardez, j'ai pris avec moi ceci qui s'appelle un kintsugi. Qu'est-ce qu'un kintsugi? C'est un truc japonais, magnifique, qui décrit de manière extraordinaire, il m'a été offert par mes élèves, deux de mes élèves là, qui sont formidables, bon, un designer. Le concept est le suivant, c'est un ustensile, un bol en l'occurrence, qui est brisé, et après on ressoude les morceaux de faïence avec de l'or. Et l'idée des Japonais, vous voyez là, c'est de l'or. Et l'idée des Japonais, je ne sais pas si on voit bien là, c'est de dire les brisures, les fêlures deviennent quelque chose qui relève de la beauté de l'objet. L'objet est finalement assez banal s'il n'est pas brisé. En étant brisé et recollé, il devient unique. Et d'ailleurs, l'histoire montre que quand il se recasse, il ne se recasse jamais sur les endroits des premières fêlures. Jamais. Donc, il y a quelque chose là d'étonnant dans cet objet et qui va parfaitement avec le principe de mon livre. Pourquoi? Parce que, je vais directement à la conclusion de mon livre, je cite un poète formidable qui s'appelle Leonard Cohen, qui a écrit dans une chanson qui s'appelle Anthem la chose suivante. Forget your perfect offering, que je traduis par oublie ton rêve de perfection, oui, parfaite offrande, de perfection. There is a crack in everything. Il y a des fêlures, des failles en chaque chose. It's how the light gets in. Mais c'est par là que la lumière passe. Autrement dit, les fêlures que nous avons, nous, personnelles, et les fêlures de la société, pour certains, c'est une catastrophe, et pour Leonard Cohen, et pour le judaïsme, et comme le montre cet objet-là, c'est une façon incroyable de laisser passer la lumière. C'est-à-dire que nos fêlures nous permettent d'être humains, de ressentir cette humanité
et donc d'être un appel à l'humanité des autres. Et au cours de cette crise du coronavirus, on a pu voir des choses extraordinaires, des mouvements de solidarité extraordinaires. Je veux d'abord, ce n'est pas de la démagogie, c'est une réalité, j'ai dit partout, vraiment partout, y compris devant la commission d'enquête du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les jeunes de la communauté ont été extraordinaires, le EGF, les éclaireurs, tous les mouvements de jeunes, Moadone, etc. Parce que ce sont ces jeunes-là, vous, qui avez livré les colis de Pessah aux personnes âgées, aux personnes isolées. Le fait qu'il y ait eu le confinement n'a pas enrichi les gens qui étaient pauvres. Et donc, il a fallu malgré tout les aider. Il y a eu une collecte, malgré tout, qui s'est faite par Internet, et on a pu acheter des paniers de Pessah, des colis de Pessah, pour donner à ces familles. Ce sont les jeunes qui les ont livrés. J'ai trouvé que c'était quelque chose d'extraordinaire parce que c'est exactement ce que Moïse demande à Pharaon lorsque les Hébreux sont en Égypte, de ne pas scinder le peuple par classe d'âge. Pharaon dit à Moïse, vous êtes esclave en Égypte, vous voulez aller rendre grâce à l'Éternel dans le désert, 3 jours de marche, ne prends pas les vieux, les personnes âgées marchent doucement, ne prends pas les enfants, c'est lent, ça s'arrête, ça peut pas être, c'est pas facilement transportable. Prenez les adultes, allez les adultes seuls dans le désert et revenez. Et Moïse dit à Pharaon, nous irons avec nos jeunes et nos anciens. Comme si Moïse voulait impérativement relier ces générations, parce qu'une société où il n'y a pas un lien intergénérationnel, c'est une catastrophe. Et là, avec ce simple fait que ce soit les jeunes qui apportent les colis Pessah aux personnes âgées et aux personnes nécessiteuses, il y a eu ce lien intergénérationnel. On fait souvent ça dans le pays. Par exemple, on voit à quel point, je pense au Kazit Kojazor, qui a mis en place une démarche incroyable d'envoyer des jeunes de 12-13 ans dans des maisons de retraite pour demander aux personnes résidant dans les maisons de retraite, racontez-nous vos exils. Parce qu'il n'y a pas une personne qui appelle un exil d'où que ce soit. Et y compris, quand ce sont des gens qui sont nés en France depuis 10 générations, il y a eu un moment d'exil au moment de la guerre. Et donc, ces personnes ont raconté. Et c'était extraordinaire que ce soit les jeunes qui ont interrogé les anciens et ils ont parlé. Et à mon sens, ils ont parlé peut-être même plus que ce qu'ils ont raconté à leurs propres enfants. Comme si le fait que ce soit symboliquement les générations suivantes qui les interrogent, on retrouve l'écho d'un verset du Deutéronome qui dit, c'est dans le chapitre 30, verset 7, « She'al avicha viagetra, interroge ton père, il te racontera, zekenecha, tes anciens, viomrulach, et ils te diront. » Quand on interroge les anciens, à ce moment-là, ils nous racontent. Et je crois que ce que moi j'essaye de dire dans ce livre, qui est finalement terriblement actuel, c'est que tous les jours, on doit être capable de réinventer une espérance. Parce que quand on décrit la société, et c'est encore plus valable aujourd'hui, quand on décrit la société, on a l'impression qu'économiquement c'est la catastrophe, que socialement c'est une catastrophe, que politiquement c'est la catastrophe, que dans l'ambition qu'on a par rapport aux autres pays dans le monde, c'est la catastrophe, qu'on est écrasé entre des empires, que ce soit la Russie, la Chine, enfin l'Asie, les États-Unis, on pèse quoi? Bref, on se dit que c'est une catastrophe. Mais si on n'est pas capable de voir que de tous ces éléments qui pourraient nous donner le sentiment que nous sommes brisés, on peut faire un embellissement, on peut faire les traces de notre succès, et parce que les brisures nous permettent d'être plus humains, alors on ne comprend pas à la fois ce qu'est le judaïsme et ce qu'est la vocation de la France. On a toujours frôlé avec la France une sorte de déséquilibre potentiel, et il y a toujours eu la force de relever cette situation. Et je prends comme exemple simple celui, dans mon livre, ce que j'essaie de faire, c'est que je montre que les questions qu'on subit, les questions lourdes que nous subissons, et parfois on n'arrive pas à trouver une voie, un chemin de crête, sont des questions qui sont permanentes à l'histoire de l'humanité. Et on les retrouve dans la Torah. Par exemple, la crise de la représentativité. On se dit c'est une crise hyper contemporaine. Avant c'était simple, il y avait des rois, voilà, les dictateurs, c'est simple. Ce ne peut être qu'avec le monde moderne, la société moderne et la démocratie, que va apparaître la crise de représentativité. Objectivement, quand vous avez des élections, vous avez 70% d'abstention, comme c'était le cas par exemple à Marseille. Il faut se poser la question de la représentativité. Mais en réalité, les gens qui ne votent pas devraient se taire. Or, ce n'est pas le cas.
C'est en général ceux qui ne votent pas qui hurlent le plus. Dans le désert, on a exactement ce principe. Et moi, j'essaie de montrer que dans la Torah, ce n'est pas exclusivement l'histoire des Hébreux il y a 3500 ans, c'est notre histoire aujourd'hui avec la permanence des questions qui se posent. Exemple très précis. Il y a un problème majeur de représentation des strates intermédiaires dans la société. Autrement dit, les syndicats pèsent de mémoire 8% de l'ensemble des employés, 8%, on a 8% de syndiqués en France, avec, il faut pondérer ce 8% par le fait que vous avez dans la fonction publique une hyper-syndicalisation. Donc ça veut dire que dans le privé, c'est encore beaucoup moins que 8%. Mais globalement, 8%. Comment on peut représenter quelque chose quand on ne représente que 8% d'une population? Et ça continue. Le fait que beaucoup d'arbitrages, de choses soient décidées au plus haut niveau, pose question. Et je montre que dans la Torah, lorsque dans le chapitre 18 de l'Exode, Yitro, le beau-père de Moïse, vient voir Moïse en lui disant, écoute, tu ne peux pas supporter le poids de ce peuple seul du matin au soir. Tu vas y perdre ta santé, eux vont perdre confiance en toi, c'est ingérable. Tu dois prendre des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10, chacun jugeant à son niveau. Et toi, tu vas gérer les choses les plus hautes, les plus difficiles. Si on fait ça, on réinscrit des strates intermédiaires dans la société. C'est, à mon sens, une des pistes de réflexion très contemporaine pour régler la question essentielle de la représentativité de nos élus. Les élus ne peuvent pas être seuls à gérer toutes les questions de la société. De la même manière, je prends l'exemple dans la Bible sur la notion de transmission. Moïse cherche à transmettre la Torah. Moïse reçoit la Torah du Sinaï, il la transmet à Josué, Josué au prophète, aux anciens et les anciens au peuple, etc. Donc, on voit bien que la notion de transmission, elle est essentielle. Hier, j'ai participé à une réunion assez extraordinaire. D'ailleurs, si Noémie, si ça t'intéresse, je te mènerai dans la prochaine. Éventuellement, tu pourras participer à un colloque. C'est le conseil scientifique Covid qui a créé un institut qu'on appelle Ad Memoriam, qui va conserver et transmettre la mémoire de cette pandémie. Il s'est passé des choses extraordinaires dans la société. Ces questions qui se sont posées pendant la pandémie, il faut y réfléchir. Et donc, ils m'ont demandé d'intégrer ce conseil, je l'ai fait très volontiers, et on a prévu de faire une sorte de réunion, mais j'allais dire en petit format, mais avec quelques personnes pour réfléchir, et je trouverais bien que la présidente des étudiants juifs de France puisse venir participer à cette réflexion, parce que je crois que l'enjeu, c'est la transmettre, cette mémoire. Il faut d'abord la capter, voir tout ce qui a été fait à peu près, mais ensuite, il faut voir comment on la transmet, comment, par des rites, on peut la rendre vivante. Ce sera l'enjeu de vos générations. Et donc, je te propose dès maintenant de venir avec moi, je te donnerai les dates après. Mais je participais à cette réunion. Et quand je participais à cette réunion sur la mémoire, je me disais, mais comment on va pouvoir transmettre quelque chose à des gens qui ne l'auront pas vécu? Nous-mêmes, quand on l'a vécu, on n'arrive peut-être pas à y croire. Mais les questions qui ont sous-tendu ce moment-là ont été des questions essentielles. Je vais vous en soumettre, si vous voulez bien, deux. Je sais que c'est très important pour vous et pour moi aussi, d'ailleurs. Un débat ensuite, vous pouvez poser des questions, on me les posera et j'essaierai de répondre. Mais il y a eu deux questions qui étaient essentielles. La première, c'est est-ce qu'on confine dans le confinement les personnes âgées dans les maisons de retraite qu'on appelle les EHPAD? J'ai horreur de ce mot EHPAD, je préfère maison de retraite. C'est-à-dire qu'on a, et moi je me suis élevé très vite contre ça, dans un article dans le Figaro le 8 avril, la veille de Pessah, et je me suis rendu compte après Pessah que le soir même, le gouvernement avait changé de pied parce que j'avais alerté comme sur une situation terrible, c'est qu'à vouloir protéger, surprotéger les personnes âgées qui certes étaient vulnérables, on avait oublié qu'on les coupait de leur lien de vie avec leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs proches, et que les coupant de leur vie, on risquait ce qu'on appelle une descente, c'est-à-dire des gens qui se laissent aller et qui se laissent mourir. Et je pense qu'une partie des décès très importants dans les maisons de retraite est due à cela, avec des cas quand même assez pathétiques.
ce qui m'a rendu hystérique, c'est le cas d'une dame de 79 ans qui avait son mari de 93 ans dans une maison de retraite. Elle est venue à côté de la maison de retraite dans sa voiture. Son mari, par la fenêtre, la voyait dans sa voiture. Elle a pris une ardoise, elle a écrit quelque chose, bah, je t'aime, tu mens, je sais pas quoi. Et la police est arrivée et l'a verbalisé parce qu'elle n'avait pas à être à côté de la maison de retraite dans sa voiture. In fine, la préfecture a classé l'amende. Mais c'est vous dire qu'on a voulu protéger, à trop vouloir protéger, on a oublié l'essentiel, c'est-à-dire le lien de vie. Deuxième exemple de ce qui a été un de mes combats, c'est j'avais été saisi par une amie, Maïtina Beraben, qui est une grande journaliste, de cette question qu'on avait vue sur les personnes qui mouraient dans les services d'urgence ou dans les maisons de retraite sans leur famille autour. Les hôpitaux, surtout dans les services d'urgence, et les maisons de retraite pour protéger les personnes des personnes de l'extérieur de Nantes, et les services d'urgence disaient nous on est dans l'urgence, on ne veut pas avoir les familles dans les pattes. Et donc ils ont interdit aux proches d'accompagner les personnes, leurs proches, qui mouraient dans leurs derniers instants. Il y avait quelque chose d'insupportable. Elle m'a sollicité, je lui ai dit qu'on avait un autre moyen de faire une pétition. J'en ai parlé au plus haut niveau de l'État. Et le président de la République, dans son discours, qui a annoncé le déconfinement, a expliqué qu'on devait garantir aux familles la possibilité d'accompagner leurs proches dans la mort, parce qu'il en allait de la question essentielle de la transmission. Et la transmission, c'est une question de confiance entre les générations. Et moi, je crois qu'il n'y a rien de pire qu'une jeunesse qui se méfie des anciens et les anciens qui se méfient de la jeunesse. Où on voit ça? Lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai sort de Jérusalem détruite, donc on n'est pas dans la situation dans laquelle nous sommes, Jérusalem est détruite, le temple est rasé, et Yochanan ben Zakkai va sortir négocier avec Vespasien, qui va être nommé dans quelques instants empereur à Rome. Il négocie avec Vespasien le droit de fonder une yeshiva, la première yeshiva, à Yavne. Et là, je me raconte qu'il sort, une fois qu'il a l'accord de Vespasien, il sort de Jérusalem en flammes avec un enfant dans une main et un Sefer Torah dans l'autre. Comme s'il avait besoin des valeurs immémoriales du judaïsme, mais il avait besoin du futur incarné par l'enfant pour les transmettre. Des valeurs sans futur, ça ne sert à rien. Un futur sans valeur ne sert à rien. Et donc, il y a besoin des deux. Il y a besoin de cet enchaînement des générations. Et sur ce principe-là, j'ai convaincu les autorités de l'État de changer de position et de forcer les hôpitaux et les maisons de retraite à accueillir les familles des mourants pour protéger la sacralité de ces derniers instants, qui sont des instants essentiels de transmission et de confiance dans la société. Mon troisième combat, dans cette période, et je voudrais vraiment que vous le portiez avec moi si vous êtes d'accord, c'est de ne jamais laisser dire que nous devons imposer une distanciation sociale. C'est une catastrophe cette formule. D'abord, c'est un oxymore. Une distanciation, elle est par nature physique. Et pour protéger les autres, il faut porter le masque, être à distance, mettre du gel, ok. Ce sont donc des mesures de distanciation physique. Mais vous voyez bien qu'avec Zoom, par exemple, ou avec Facebook Live, ou avec ce que vous voulez, on a recréé du lien social. Quand les jeunes sont allés apporter les colis de Pessah aux personnes âgées, aux personnes isolées et aux personnes nécessiteuses, on a créé du lien social tout en protégeant, ça en gardant la distance physique. Les jeunes sonnaient ou appelaient au téléphone, laissaient les colis dans la porte et partaient, pour ne pas qu'il y ait de risque de contamination. Mais donc, vous voyez bien qu'on a continué à construire du lien social. Les rabbins n'ont jamais donné autant de cours que sur Zoom. On a fait des offices la veille de Shabbat, dans la semaine, on a fait des 7 jours, on a même assisté à des enterrements par Zoom. Tout ce qu'on a pu faire pour protéger et créer du lien social. Donc le concept de distanciation sociale est la négation de ce qu'est une société. La société n'est pas là pour dire lorsqu'on est proche, c'est formidable, lorsqu'on est loin, il n'y a plus de société, c'est faux. Lorsqu'on est loin, on trouve à imaginer, j'allais dire à réinventer une autre façon de créer du lien social. Une société, c'est un outil pour créer du lien avec les personnes. Et cette pandémie nous a montré à quel point les liens avec les autres
nous était essentiel. Je vous mets au défi de me dire que le premier jour où on a le droit d'aller sur la terrasse, il n'y en a pas un d'entre vous qui est resté chez lui. Pourquoi? Parce que vous rêviez, tout comme moi, d'aller à une terrasse de café, seul ou avec des amis, en général avec des amis, prendre un coca, un thé, ce que vous aimez, ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que brusquement, quelque chose qui nous paraissait banal, auquel on ne prête même pas attention, devenait essentiel. Et le lien avec les autres, le simple fait d'être ensemble, assis dans une synagogue, et à pouvoir prier ensemble, le fait d'en avoir manqué pendant 2 mois et demi, et pendant Pessah, et pendant Shavuot, et tous les Shabbatot, et tous les jours, ça nous a montré à quel point cette chose qui peut nous paraître banale est essentielle. Et beaucoup de nos gestes essentiels nous sont apparus comme étant des choses extraordinaires, alors que finalement on n'y prêtait pas attention. C'est ce que dit Charles Péguy. Charles Péguy, dans une formule lumineuse, dit « Il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées ». Et je me dis qu'on s'habitue trop à notre confort, à notre bonheur, à ce qui fait notre quotidien. Et il faut qu'on le perde, comme dit Jules Renard. Le bonheur ne fait du bruit que lorsqu'il tombe. C'est lorsqu'on perd ce qu'on a au quotidien qu'on se rend compte qu'on l'avait. Et moi je me dis quel dommage de devoir attendre qu'on perde ce à quoi on tient pour nous rendre compte que c'est important. C'est exactement la même chose d'ailleurs dans les relations intrafamiliales. Dans les familles, les gens vivent ensemble, parfois sans même se rendre compte qu'ils vivent ensemble. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils s'aimaient au moment où ils se séparent. Ben, c'est un drame. Et je pense que la société ne doit pas aller jusqu'à la séparation, on dit aujourd'hui le séparatisme, pour se rendre compte à quel point la République est lumineuse. Parce qu'elle permet à chacun et à chacune d'être lui-même dans un ensemble commun, dans un ensemble qu'on bâtit. Et donc, moi, je pense que cette crise qui nous a montré que des gens comme aussi modestes, qui auraient pu rester chez eux, comme les caissiers et les caissières, comme les livreurs, comme les éboueurs, comme beaucoup de personnes qui ont fait tenir les soignants, et je parle des soignants à tout niveau, y compris les plus bas niveaux, qui auraient pu considérer qu'après tout, l'État nous indemnise, nous met au chômage, partiel ou pas partiel, mais en tout cas, on est indemnisé, on peut rester chez soi, on ne se protège pas du tout. Ils se sont levés, ils ont fait des efforts incroyables pour se rendre sur leur travail, ils ont tenu leur poste et la société a tenu. Les magasiniers, tout ce qui a permis à la société de fonctionner dans le judaïsme, dans notre communauté, les magasins cachers par exemple, ont fait un travail extraordinaire. Les fournisseurs de viande, les fournisseurs de produits cachers, avant Pessah surtout, ils ont fait un travail extraordinaire de mise à disposition des produits cachers, alors que certains paniquaient, avaient peur du manque. Les médecins, l'association LAMIF, l'association des médecins israéliens de France, un travail remarquable d'accompagnement de chacun et chacune, des communautés, des synagogues, pour permettre de protéger la vie. Parce que l'essentiel, c'est de protéger la vie. Mais protéger la vie tout en protégeant et en construisant du lien social, c'était ça, l'enjeu majeur dans la société. Et j'ai le sentiment qu'on a réussi parce que nous étions unis. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la société, il y a besoin de 2 choses. De l'imagination pour réinventer les aurores. C'est le titre de mon livre. En fait, je me base sur une poésie incroyable de Guillaume Apollinaire dans un livre qui s'appelle Le Guetteur mélancolique et qui dit « Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores. Étonnons-nous des soirs, mais vivons les matins. » Il faut vivre les matins. On doit s'étonner des soirs, on ne peut pas considérer que ce qui arrive n'est pas étonnant. Il y a des choses qu'on ne doit pas accepter et on doit s'élever contre, mais on doit être là pour vivre les matins. Et on doit avoir l'assurance que, comme le dit la Torah, « Vaïe rêve, mais vaïe boker ». Il y a eu un soir et il y a eu un matin. C'est comme ça que Dieu, à 6 reprises, nous raconte dans la Torah la création du monde. Il y a eu un soir, il y a eu un matin sur le premier jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin sur le second jour. Il y a toujours un matin après le soir. Et donc, dans nos vies, dans la société, on peut avoir des moments de difficulté, mais on sait qu'on doit se relever et qu'on peut se relever. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on a la force de pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que finalement, quand la société a dû faire le choix de la vie ou de l'économie, elle a fait le choix de la vie. Et lorsque la société a fait, donc on a fermé pour protéger la vie. Et quand on a réouvert, on a déconfiné, on a à nouveau fait le choix de la vie. Le choix de la vie, c'est-à-dire, à un moment, la vie, c'est le risque. Donc on a mesuré les risques, on a dit, maintenant on peut déconfiner, on doit se protéger. C'est une mitzvah de se protéger, mais on fait le choix de la vie. Je crois qu'aujourd'hui, il est pour nous une nécessité de faire le choix de la vie avec cet impératif de transmission. Je crois beaucoup à cet impératif de transmission.
je vais conclure avec une phrase d'Elie Wiesel qui m'a beaucoup touché parce que malheureusement, j'ai dû célébrer des obsèques pendant cette pandémie et je peux vous assurer que faire des obsèques à 20 personnes avec des masques, des gants, c'est terrible. On a dû laisser la famille qui n'a pas pu assister. Il fallait 20 personnes maximum. Et j'ai promis aux familles qu'on allait faire une cérémonie, on va la faire d'ailleurs demain soir à l'Escalier de la Victoire à 19h. Elle sera retransmise. Mais Elie Wiesel dit la chose suivante: vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Eh bien, c'est exactement ce que je voulais vous dire à propos de cette pandémie. Vivre une expérience et ne pas la transmettre, vivre l'expérience de la pandémie, vivre l'expérience du confinement, vivre l'expérience du déconfinement et ne pas transmettre cela, ne pas en tirer un enseignement, c'est trahir tout ce qu'on a vécu. Et je crois que vous, les jeunes, vous êtes notre espoir de pouvoir régler les problèmes qu'on n'a pas su encore régler. Améliorer le monde. En hébreu, on appelle ça le tikkun olam, la réparation du monde. Et la réparation du monde, c'est aussi faire ce qu'on n'a pas su faire. Alors, je vous souhaite de savoir réussir là où on a juste espéré. Je ne dis même pas échouer, parce que parfois on n'a même pas tenté. Mais juste, je vous souhaite de réussir là où on n'a pas su espérer. Voilà, maintenant je suis ouvert à toutes vos questions. Razak Rav, j'ai eu j'ai eu quelques petites questions par message. Déjà, je voulais vous remercier pour ce temps de parole. Et j'ai eu quelques petites questions, j'en ai retenu quelques-unes pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse débattre. Si d'ailleurs Benjamin et Noémie ils veulent participer, c'est avec plaisir, vu qu'ils sont là. Déjà, j'ai eu une question, c'était que tout au début, vous avez parlé de fêlures et de toute la beauté d'avoir des fêlures, etc. Et la question, en fait, elle se résume à c'est bien d'avoir des fêlures. En fait, est-ce qu'on doit aller chercher un peu nos limites, etc. Je pense, enfin, c'est ce que je comprends de la question. Est-ce que aller vraiment voir nos limites et puis quitte à se ramasser, quoi, en fait. Est-ce que c'est ça qu'on doit chercher ou... Je comprends très bien la question. En fait, il y a plusieurs visions possibles. Soit tu dis, je reste dans ce qu'on appelle ma zone de confort. Je fais les choses que je connais bien, je maîtrise bien. Mais tu vis quoi? Tu connais quoi de toi? Écoute bien ce que dit le Talmud. Dans le traité Kala Rabati, page 53a, le Talmud dit « Ehov et Hashema, aime ce qui est en devenir, ou Snat et Memorach, et déteste ce qui est béni. Déteste ce qui est déjà connu, fini. Il faut oser sortir de notre zone de confort. Pourquoi? Pas pour avoir des fêlures. Parce que, je vais te donner un exemple. En Amérique, si tu construis, ou disons plutôt en France, si tu crées une entreprise et tu te plantes, tu rates, tu échoues. Tu veux en créer une autre, tu grilles un ballon de France pendant je ne sais pas combien de siècles. Okay. Et tu déclames tes enfants et tes arrière-petits-enfants. En Amérique, et si tu t'es pas planté 3-4 fois, tu n'as pas de crédibilité. Tu n'as pas de crédibilité. Pourquoi? Parce qu'en Amérique, on va te dire, si tu as fait une entreprise, tu as échoué et tu as recréé quelque chose, c'est que tu es capable de te relever. Et cette valeur est essentielle. Je te dirais de la même façon que lorsque on va au-delà de ses limites, en tout cas, on a des fêlures, c'est qu'on sait maîtriser le monde. Or, si tu dis, moi, je ne vais avoir aucune fêlure, il y en a toujours un. Le jour où tu l'as, tu ne sais pas la gérer, et là, tu imploses complètement. Donc, je pense qu'il ne faut pas aller chercher la bagarre, mais il faut essayer de se dépasser, toujours d'être un peu au-delà de soi, ce qui est la meilleure possibilité, finalement, d'être soi-même. Et souvent, tu sais, quand ça se passe au moment du mariage, ce que je vous souhaite à tous et toutes. Pourquoi? Parce que le mariage te révèle la partie la plus magnifique de toi, celle que tu n'oses pas porter. Généreux, c'est merveilleux dans un couple. Dans la vie, des fois, on dit, monsieur là, il est trop bon, voilà, c'est un gentil. Mais quand tu donnes à l'autre, à celui ou à celle que tu aimes, là, tu te révèles. Et donc, finalement, on se révèle à soi qu'on est avec l'autre. Et je crois que c'est ça. L'idée, c'est ça. C'est d'aller chercher, aller au-delà de soi. Et la vie,
nous fait des figures, des échecs. Mais les échecs, ils sont que de l'expérience accumulée si on arrive à se relever, à faire autre chose. Très bien. Pardon, une seconde. Tu crois que dans votre vie, vous allez avoir qu'un seul métier? Vous allez faire des métiers, il y a 5 métiers, enfin plutôt 4 métiers sur 5 actuellement qu'on ne connaît pas, qui seront faits dans 10 ans. Il y a 4 métiers qu'on ne connaît pas. Maintenant, tu as des métiers que moi, quand j'ai commencé mes études, je ne connaissais même pas. Ça n'existait pas. Je crois que webmaster, ça existait même pas en rêve. Donc, tu vois, si tu restes enfermé dans ce que tu connais, tu ne peux pas sortir de toi. Je vois. J'avais d'autres questions après. J'avais une question. En fait, vous avez parlé de la transmission et qu'il fallait transmettre un petit peu tout ce qu'on avait vécu, le confinement. Du coup, faites comme surtout vous avez écrit le livre en période de post-gilet jaune, ou enfin en pleine période même de gilet jaune. En fait, comment, d'après vous, simplement d'après vous, vous voyez le monde se dessiner en fait, vu qu'on est encore en pleine pandémie, qu'on est entre guillemets sorti des gilets jaunes et qu'on est rentré dans le confinement, comment est-ce que, enfin même avec les tensions racistes, l'histoire de George Floyd, l'histoire de Adama Traoré, etc. Comment est-ce que vous voyez le monde de demain et plus particulièrement le monde pour les jeunes de demain en France aussi plus particulièrement. Comment vous... Je me rends compte qu'il y a encore des combats à mener en permanence. On ne va pas considérer que c'est la fin de l'histoire, comme on dit Fukuyama. Non, ce n'est pas la fin de l'histoire. Notre monde est très imparfait. Et tu remarqueras que tous les combats qu'il y a cités, les Gilets jaunes, George Floyd, Traoré, tous, à un moment ou à un autre, il y a des antisémites fous furieux qui hurlent mort en juif. Sur les Gilets jaunes, ça a été la honte de certains Gilets jaunes. Sur George Floyd et Adama Traoré à Paris, que des gens hurlent mort aux juifs dans des manifestations de ce type qui sont censées être portées par des antiracistes, c'est la négation de l'intelligence collective. C'est la négation. Et donc, je me dis, et ce n'est pas de l'ethnocentrisme, je me dis, voilà, ils s'intéressent qu'aux juifs, pas du tout. Je me dis, il y a encore des combats à mener. Est-ce que vous vous rendez compte, par exemple, j'ai fait un article la semaine dernière, pour une fois très violent. En général, je suis plutôt posé, je dis les choses avant, off, je les règle, puis après je fais un article en disant tout va bien. Mais en général, sauf quand ça ne va pas, et je le dis. Mais là, j'ai fait un article très dur contre le Conseil constitutionnel, donc je ne suis pas. Voilà, qui a invalidé les dispositions de la loi Avia. Enfin, Noémie, je sais que tu avais pris position, enfin, tu avais accompagné la création et la pensée autour de la loi Avia, c'est-à-dire de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. Donc, il y avait une disposition qui disait qu'il faut retirer les contenus haineux au bout d'une heure. OK, au lieu de dire 1 heure, ils auraient dit 1 jour, ce que je propose des 24 heures, on peut le faire de nos jours. Ils ont dit que c'était disproportionné. Quand on en vient à dire que la lutte contre le racisme ou contre l'antisémitisme est disproportionnée, alors qu'on nous a dit pendant des années, on va lutter sans faille, on va faire zéro tolérance, on va être absolument et terriblement déterminé, et on se rend compte qu'on dit oui, mais là, vous allez un peu trop loin, ça veut dire qu'on va pas assez loin. Donc, je pense que tous ces combats dont on a parlé sont nos combats et qu'il faut, de manière impérative, être capable de partager une espérance de transformation de la société, de tikkun olam, de réparation du monde. Parce que si on ne fait pas ça, alors il va nous manquer quelque chose. Tu sais, quand les Hébreux dans le désert ont le décompte des Hébreux, chacun doit donner un demi-cycle. Donc un cycle, c'est une pièce d'argent. Chacun doit donner un demi-cycle. Pourquoi un demi, pas une pièce entière? Réponse, personne ne peut faire un travail seul, entièrement. On doit être porté avec quelqu'un. Chacun a la moitié de quelque chose et on arrive à quelque chose de concret, de cohérent. Moi, j'ai le sentiment qu'on doit participer, on a participé à tous ces combats de société, mais il faut que tous nos concitoyens participent avec nous à la lutte contre l'antisémitisme. C'est ce que j'appelle dans mon livre un virus mutant. L'antisémitisme est un virus qui vient attaquer toutes les sociétés modernes. Il est mutant parce qu'il s'adapte, je ne veux pas parler d'ancien antisémitisme, nouvel antisémitisme, il s'adapte aux situations. Il faut donc que notre réponse s'adapte, et elle s'adaptera avec de la fermeté et encore de la fermeté. Une fois qu'on aura mis la fermeté, on pourra parler d'éducation et de travail sur les générations futures. Au jour d'aujourd'hui, il faut de manière impérative qu'on lutte de manière plus ferme contre toutes ces dérives antisémites insupportables.
Donc là, en fait, d'après vous, la situation du juif en France entre, enfin, elle est restée constante de l'antisémitisme face au racisme, elle est restée du juif face à l'antisémitisme entre les gilets jaunes, entre les manifestations et les débordements qu'il y a eu du fait que beaucoup de personnes restaient sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Pensez qu'elle est constante, qu'elle tend à évoluer vers le bien, qu'on est de pire en pire ou qu'au contraire, Non, de pire en pire, non. Mais dans la mesure où tu comprends, dès qu'il y a un acte antisémite ou un acte raciste, c'est un acte insupportable. Ce n'est pas le quantum qui compte, ce n'est pas combien. C'est le simple fait qu'on laisse passer des choses, on considère que c'est grave, c'est moins grave. Non, chaque acte est insupportable. Oui, sur le racisme et l'antisémitisme, il faut adopter la théorie de tolérance zéro. Rien n'est acceptable. Et je pense que les magistrats ont une grande responsabilité dans le devoir que la société, par leur intermédiaire, a à sanctionner réellement. Par exemple, un monsieur de 63 ans est arrêté en flagrant délit en train de faire des croix gammées sur des sièges d'un RER. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Ça veut dire rien. Rien. Ok, c'est scandaleux. Moi, je l'aurais pris et j'aurais fait nettoyer tous les sièges de RER pendant 2 mois, ou 3 mois, ou 6 mois s'il faut. Toutes ces vacances, tous ces week-ends. 5 gamins parce que c'est fou furieux, ont détruit il y a 5 ans, j'entends 5 ans, 250 tombes au cimetière en Alsace de Saint-Réunion. Tu sais combien de tombes ont été relevées maintenant? 0. Pourquoi? 0. Pourquoi? Parce que l'assurance des parents des petits se bagarre avec l'assurance du consistoire, qui se bagarre avec l'assurance de l'État, qui se bagarre avec l'assurance de la ville, qui se bagarre avec l'assurance de sa cousine et du concierge, de la belle-sœur et de je ne sais pas quoi. Finalement, l'État a dit on va s'en occuper. Maintenant, c'est censé bouger maintenant. Mais moi, immédiatement, on a topé les 5 tout de suite. Okay, immédiatement, je les prends. Je prends des maçons. Je les colle leurs 2 mois de vacances. Et toutes les vacances. Et les vacances de Noël s'il faut, les vacances de la Toussaint s'il faut, toutes les vacances et les soirées. Et je les colle à réparer les tombes. D'abord, c'est fait. Et deuxièmement, c'est éducatif. Tu as le sentiment que tu casses, tu répares le monde. Alors que là, on est dans un monde de l'irresponsabilité. Et on va leur sortir des excuses. Oui, ils sont jeunes, ils ne se sont pas rendus compte, j'étais alcoolisé. Il faut qu'ils soient alcoolisés, il faut qu'ils soient jeunes, je m'en fous qu'ils ne se rendent pas compte. Si tu n'as pas une réponse adéquate de la société au mal qui est fait, alors tu as le sentiment absolu d'impunité. Et ce que tu fais n'a plus de conséquences. À un moment, on se trouve débordé. Donc, il ne faut pas accepter la moindre chose. Il faut qu'il y ait une réponse immédiate. Je pense qu'on a travaillé avec la chancellerie, avec les magistrats, sur la rapidité et l'effectivité de la réponse judiciaire. Moi, je ne demande pas que les gens se renferment en prison. Ça ne sert à rien. Et ça leur apprend l'école du crime. Ça ne sert à rien. Je préfère qu'il aille réparer les tombes, je préfère qu'il aille nettoyer, je préfère qu'on les fasse encadrer des jeunes qui viennent visiter les écoles, qui viennent visiter le mémorial de Shoah, ou le mémorial des camps d'Émile, ou le mémorial d'Isieux, ou le camp de Drancy, ou le CERCIL à Orléans. Voilà, des lieux de mémoire. Mais pas, ou Chambon-sur-Lignon. Mais pas qu'on traîne dans des argutis juridicaux, assuranceaux, économicaux. Mais non. Il faut qu'il y ait une réponse claire de la société. Et c'est pour ça que la réponse du Conseil d'État de dire c'est une disproportionnée, vous en faites trop pour lutter contre le racisme antisémite, est une honte. Voilà, je l'ai dit, je l'ai écrit, maintenant j'attends qu'il me réponde. Oh, c'est donc grand. D'accord, j'entends. Là, c'est un peu toutes les questions qui sont ressorties un petit peu sur le sujet et sur ce dont vous avez parlé. Donc, pour conclure, je voulais vous remercier. Un plaisir, vraiment un plaisir. Je voulais remercier Merci aussi beaucoup. toutes les personnes qui ont suivi le live en direct et aussi du coup toutes les personnes qui suivront, vu qu'il sera encore disponible, qui le suivront en rediffusé. Je voulais remercier Noémie d'avoir
d'être intervenu en début de ce live. Et aussi remercier Benjamin Koun, le trésorier de la section des cartes, qui a apporté ce projet et qui a fait le gros du travail. Voilà. Bravo à tous. Il est honnête. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vas-y. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Et attention, il y a une interro écrite après pour savoir comment on appelle l'objet qui est cassé avec de l'or autour. Hein. Attention. Au revoir. Au revoir. Salut.